Belgique et dans de nombreux autres pays. En tout cas, un groupe de travail du Sénat va demander la légalisation de ce principe, autoriser les mères dans un cadre évidemment très strict, autoriser les mères porteuses. Certains médecins restent opposés à cette idée, mais en revanche, il y a des associations qui défendent les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui sont extrêmement favorables. Absolument. Est-ce en fait ouvrir la boîte de Pandore? Alors, pour en parler avec moi, Pierre Lévy-Soussan, bonjour. Vous êtes pédopsychiatre et vous êtes l'un des grands spécialistes de l'adoption en France. Vous avez été entendu d'ailleurs par cette commission sénatoriale. Encore une fois, cette commission sénatoriale a effectivement débattu de cette question suite effectivement presque à un fait divers, à un livre de Sylvie et Dominique Menenson qui eux-mêmes effectivement ont eu un enfant aux États-Unis et ont eu beaucoup de mal à faire reconnaître dans l'état civil les 2 enfants qu'ils ont eus aux États-Unis. Avec nous également Geneviève Delézy de Parseval. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous au téléphone. Vous avez écrit Famille à tout prix. Vous êtes psychanalyste et spécialiste de l'assistante médicale à la procréation. Je voudrais que vous nous donniez tous les deux peut-être qu'est-ce que c'est effectivement qu'une mère porteuse, qu'est-ce que c'est que la gestation pour autrui. Pierre Lévy-Soussan, c'est quoi la définition exacte? La définition, enfin il y a plusieurs définitions, mais l'une des définitions, c'est quand une femme va porter le produit, en général le produit génétique, venant d'un autre couple. Et donc va porter jusqu'à la conception cet enfant, puis ensuite le remettre. Le père donne son sperme, la mère donne ses ovules, il y a une fécondation in vitro. C'est encore un peu plus dissocié que ça. Ouais. C'est-à-dire parfois ça peut être aussi le fruit d'un don de sperme et parfois ça peut être aussi le fruit d'un don d'ovocyte. C'est-à-dire il n'y a pas de limite forcément. Ça veut dire quand même qu'on peut arriver à ce que l'enfant ait 2 pères, le père qui a donné son sperme, le père, on va dire génétique, le père qui adopte l'enfant et pratiquement 3 mères. La mère qui porte l'enfant, la mère qui donne les ovules et la mère qui finalement adopte l'enfant. Est-ce que je me trompe? Je peux intervenir ici? Mais bien sûr, allez-y Geneviève Delézy de Parseval, bien sûr. Oui, mais je crois que pour la clarté de la chose, il vaut mieux pas trop faire le panel complet des techniques de procréation médicalement assistée avec tiers donneur. Je crois que dans le sujet qui nous intéresse et qui est l'objet du rapport du Sénat, il s'agit de se poser la question de savoir s'il est légitime qu'une femme qui est mère elle-même de ses propres enfants, qu'elle est avec son mari, son compagnon, peut porter l'embryon puis le fœtus d'un autre couple, donc porter un embryon qui lui est totalement étranger. En effet, cet embryon en général est conçu avec les gamètes des 2 parents d'intention, mais il peut y avoir aussi une donneuse d'ovocytes. Une minute, Geneviève Delézy de Parseval, parce qu'en même temps, c'est vrai que là on fait un peu le panel, mais c'est vrai que les sénateurs se sont mis en quelque sorte au travail sur un cas donc des époux Menenson où effectivement ça n'était pas la mère qui avait donné les ovules. Oui, mais si vous voulez, à partir de ce cas ils ont réfléchi, j'ai participé à ce groupe de réflexion, mais l'essentiel pour eux, et je crois le savoir, c'est vraiment que si on légifère en France, ce ne soit jamais, que la mère gestatrice ne soit jamais la mère génétique. C'est-à-dire qu'elle ne soit jamais en situation d'abandonner son propre enfant, ce qui était le cas d'affaires sordides qui ont eu lieu en France. Mais ça pourrait être une tierce personne, en revanche, non pas forcément la mère porteuse ne serait pas la mère génétique, mais est-ce que ça pourrait être une femme qui donne, effectivement, qui donne ses ovules, une tierce personne? Oui, alors ce sont des cas qui sont minoritaires. On connaît assez bien cette question. Moi, ça fait 15 ans que je travaille là-dessus. Ça arrive, c'est assez rare. Le cas de couple Menenson est relativement rare. Habituellement, ce sont les gamètes des parents en intention. C'est-à-dire qu'un embryon est conçu in vitro et il est remis dans l'utérus d'une femme qui accepte de le porter pendant 9 mois et de le rendre. C'est des cas rares, Pierre Lévy-Soussan, comme on le dit ou pas? Enfin, en tout cas, ce sont des cas possibles. Comme vous l'avez dit, c'est ouvrir une boîte de Pandore. Et à ce moment-là, tout devient possible, y compris ces cas-là. Et la véritable bascule, à mon avis, de cette technique, c'est véritablement de rentrer dans une contractualisation au sujet d'un enfant. Et qu'à partir du moment où on... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis un couple qui veut absolument un enfant, ma femme n'a pas d'utérus, donc effectivement, je contractualise avec une mère porteuse. Pour vous, ça représente un risque? Oui, mais en tout cas, c'est une bascule radicale par rapport à toutes les lois bioéthiques qui ont été faites par rapport à l'indisponibilité du corps. Donc on supprime cette notion qui était pourtant princeps dans les lois bioéthiques. Ça, c'est un principe presque éthique, humain. Voilà, qui est remis en cause. On comprenne bien. Non, mais qui est remis en cause. Que vous pensez dangereux qu'il soit remis en cause?
En tout cas, je trouve ça très problématique que ce principe soit remis en cause. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais intervenir Bien sûr. ici. Toute la question est de savoir quel est le statut qu'on donne aux donneurs de corps, je mets corps entre guillemets, qui sont présents dans les procréations avec un donneur de gamètes. On sait que c'est très compliqué, le don de sperme n'est pas du tout simple. Les enfants maintenant sont grands et ils en parlent. Le cas du don d'ovocytes était également très compliqué. Et paradoxalement, dans mon expérience clinique, la gestation pour autrui bien accompagnée, avec un consentement éclairé recueilli dans des conditions éthiques, est moins compliquée que l'adoption, par exemple, dans la mesure où il n'y a aucun abandon. Aucune mère n'abandonne son enfant. C'est une mère qui accepte une expérience assez intéressante et rare, mais qui fait partie de la maternalité, qui accepte de porter l'enfant de quelqu'un d'autre. Finalement, pour résumer votre pensée, peut-être d'une façon effectivement trop abrupte ou caricaturale, mais vous dites si il y a une fécondation in vitro avec un don d'ovocytes, dans ce cas-là, l'enfant aura, se demandera toujours qui est sa mère génétique. En revanche, si effectivement un enfant est porté par une mère porteuse, à partir, excusez-moi l'expression, d'un simple ventre, ça posera moins de problèmes. C'est-à-dire que, encore une fois, paradoxalement, dans le cas de la gestation pour autrui, il n'y a pas les deux questions qui empoisonnent les PMA avec don de gamètes, qui sont le secret et l'anonymat. Il n'y a aucun anonymat, évidemment. Une gestatrice, elle est connue de l'enfant. Moi, je connais des enfants nés par GPA qui téléphonent à leur mère de naissance, une fois par an ou 2 fois par an. Il n'y a pas de secret non plus. Donc, et ça, ce sont les deux poisons qui sont le ver dans le fruit dans les autres PMA. Donc, et puis il n'y a pas d'abandon. Pierre Lévy-Soussan n'est pas du tout d'accord. Je suppose, oui. Oui, je sais bien j'imagine bien que vous supposez. Pour moi, le secret n'est pas un poison. Pour moi, l'anonymat n'est pas un poison. Concernant l'insémination artificielle avec donneur ou concernant les adoptions, pour moi, à partir du moment où il y a une intégration psychique, soit de l'anonymat, soit des conditions dans lesquelles a été abandonné l'enfant, ça n'est pas un poison auprès de ces parents-là. Donc pour moi, ce n'est absolument pas quelque chose de pathologique. Et au contraire, si on en vient à ce que moi je pense être une réification du biologique, c'est-à-dire du biologique à tout prix, c'est-à-dire que je veux un enfant et je veux absolument qu'il soit de moi. Voilà. Cela risque. Donc l'adoption, non, mais effectivement, je vais employer toutes les techniques médicales et éthique, on va dire, parce que mère porteuse pose des problèmes éthiques, pour avoir un enfant. Voilà. Et là, je pense qu'il y aura les dangers de cette réification du biologique à tout prix qui m'oblige à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à aller jusqu'à la liberté d'autrui. Les sénateurs, on l'a dit, ont besoin d'encadrer très précisément cette proposition de loi, avec 3-4 questions qui sont principales. J'aimerais que vous me donniez votre sentiment sur les questions qui vont être posées. D'abord, la première, quelles conditions devront remplir les parents, dits parents donc intentionnels, qui souhaitent recourir à une mère porteuse. Est-ce qu'il faut qu'ils soient en couple? Est-ce qu'il faut qu'ils soient mariés? Est-ce que cela a une importance? Alors je crois savoir, puisque j'ai travaillé avec cette commission, que les sénateurs vont évidemment encadrer très précisément les indications de la gestation pour autrui, qui sont des indications médicales de femmes qui n'ont pas d'utérus ou plus d'utérus. Elles ont eu une hystérectomie à l'occasion d'une opération ou d'un accouchement antérieur, ou elles ont une malformation génétique qui s'appelle le MRKH syndrome. Elles n'ont pas d'utérus. Donc il s'agit nullement d'indication de convenance. Il s'agit de couples hétérosexuels, mariés ou pas de couple homosexuel. Dans le projet des sénateurs, sûrement pas, et je crois que de toute façon, il est vraiment très prématuré d'envisager cette question. Pour l'instant, nous sommes dans le traitement de l'infertilité qui est le but des lois bioéthiques. Pourquoi vous souriez, Pierre Lévy-Soussan ? Je souriais à cause du côté prématuré, c'est-à-dire, bien entendu, à partir du moment où on ouvre cette boîte de Pandore, tout ce qui est demande d'enfants et la pression sociale est toujours là par rapport à cela. Cela sera fait dans un second temps. En tout cas, il y aura une énorme pression par rapport à tout cela. Question très importante. La mère porteuse pourrait-elle bénéficier d'un droit de repentir, c'est-à-dire finalement de garder l'enfant? Alors, dans certaines lois, c'est possible. Dans la loi britannique, c'est possible. Dans la loi grecque aussi. Ce sont des cas qui n'ont pour l'instant pas eu lieu en Grèce. Je crois qu'il y a un cas en Grande-Bretagne. Et je crois que moi, je suis assez favorable à cette clause de ces lois, dans la mesure où je pense vraiment que les deux mères sont importantes. La mère de la grossesse et la mère génétique et sociale, la mère d'intention. Donc, je pense qu'il est envisageable, comme dans l'adoption, où il y a un droit
de repentir pendant 3 mois ou 6 mois, suivant l'époque des lois. Non, oui. Voilà, je pense que Pierre Soussan, dans l'adoption, il faut... Enfin, là encore, c'est-à-dire le problème de ces lois, c'est qu'elles n'envisagent pas le fait que le risque que prend la société par rapport à cela, c'est l'enfant qui va le payer. Et que là encore, c'est l'enfant qui va faire les frais de cette politique d'enfant à tout prix. Et par rapport à ce repentir, on n'imagine pas non plus l'avenir de cet enfant qui a été conçu parfois ailleurs, dans un autre projet, quel va être son désir si tout à coup le couple change d'avis et veut le garder, aussi bien pour l'enfant que pour la famille du couple. C'est-à-dire toutes ces incidences-là, qui sont de multiples incidences, ce sont des situations à risque et ces risques vont se cumuler. Geneviève de Lévis-Parseval, autre question qui s'est posée effectivement aux sénateurs, la rétribution, la compensation financière, notamment du risque pris par la mère porteuse. Faut-il rétribuer les mères porteuses? Oui, écoutez, là sans vouloir faire de sémantique, je pense que le terme de rétribution est un très mauvais